il y a confusion. Je vais vous expliquer pourquoi. Le marinier, le terme marinier, désigne les marins, enfin les voyageurs par bateau qui naviguent sur les rivières, sur les fleuves ou sur les canaux, ce qu'on appelle l'eau douce. À ne pas confondre avec les marins maritimes qui naviguent sur les mers et sur les océans, donc par définition l'eau salée. Donc faire la différence entre les navigateurs de l'eau douce et de l'eau salée. Quelquefois, pour qualifier les mariniers, donc d'eau douce, on les appelle les bateliers. Mais les mariniers, qui ne doivent pas être confondus avec les bateliers, étaient donc chargés de la conduite des chalands, des coches d'eau et autres bateaux de transport de marchandises. Les prouiers étaient postés à la proue, c'est-à-dire à l'avant du bateau, alors que les nochers désignaient plus spécialement les pilotes. Donc, vous voyez, il y a déjà, à l'intérieur du même métier, il y a plusieurs terminologies. Les chansons... Attends, je vois qui ça... Alors, comme les pénichiers, ceux qui naviguent en péniche. Alors, pénichier, ça n'existe pas, en fait. Il y a quelquefois des termes qui proviennent des gens d'Ater, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas marins ou mariniers. Il y a des termes comme ça, mais qui ne sont pas adaptés. Donc, effectivement, hein, les mariniers, c'est ceux qui conduisent les péniches, mais encore là, je vous donnerai des précisions, parce qu'on a les bateaux de l'eau douce n'ont pas toujours été appelés des péniches. Les péniches, c'est un terme récent. C'est pour ça que je vous disais tout au début, je vous parlais de chalands ou de coches d'eau. Donc, ce sont les bateaux qui naviguent sur l'eau douce. Salut Marital. Tu arrives tout juste au début de mon exposé, dont le titre est « Mariniers et passeurs ». Voilà, donc je poursuis mon exposé. Donc, je vous parlais des chansons de mariniers, comme beaucoup de chansons de métier, utilisent nombre de termes techniques. Pour mieux les comprendre, il convient de savoir, par exemple, que le macaron, c'est la barre qui actionne le gouvernail. Quand on est sur un bateau de mer, on parle de la barre, et quand on est sur un bateau de fluvial, on appelle ça un macaron. C'est exactement le même objet, sauf que la terminologie n'est pas la même. On parle aussi de veules sur un bateau fluvial, qui sont les ponts qui ne sont pas recouverts par des écoutilles, alors que sur un bateau maritime, on appelle ça des gaillards. Alors, c'est si vous voulez, le pont, la petite plateforme, les petites plateformes qui se trouvent à l'avant du bateau, à la pointe, c'est-à-dire à la proue, et à l'arrière du bateau, à la poupe. Donc, ce sont des ponts sur lesquels on peut circuler. Et donc, voilà, sur un bateau fluvial, ça s'appelle les veules, et sur un bateau de mer, ça s'appelle un gaillard. Et on distingue le gaillard de l'avant, c'est-à-dire le pont qui se trouve à l'avant, au pont qui se trouve à l'arrière. On dit donc le gaillard d'avant ou le gaillard d'arrière. Vous avez aussi comme autre terminologie le denbord sur les bateaux fluviaux. C'est une partie de la coque qui limite l'entrée de la cale. Le bachot
le bachot est un petit canot, une petite barque de desserte. L'écubier, c'est un manchon par lequel passe la chaîne de l'ancre. Et donc, pour revenir à ces chansons, parmi ces chansons, l'une d'elles a été écrite par une marinière titulaire du brevet de capitaine, arrière-petite-fille de marinier née à bord d'une péniche. On appelait, écoutez bien, on appelait nautes pairisi, sous l'Empire romain, les membres de la corporation des mariniers qui avaient le monopole du transport fluvial, particulièrement sur la Seine, la rivière, la Seine. Donc on appelait ça des nautes. On n'appelait pas ça des marins ou des mariniers, on appelait ça des nautes. Nautilus, ça vous dit quelque chose? Voilà. Et donc portaient également cette dénomination les magistrats préposés à la navigation et au commerce. Si les mariniers se placent généralement sous le patronage de Saint-Nicolas, ceux de Touraine préféraient Saint-Clément et ceux du Berry, Saint-Roch. Effectivement, Saint-Nicolas, c'est le patron des mariniers, mais pas que le patron des mariniers. En Lorraine, c'est le patron de la Lorraine aussi, Saint-Nicolas. C'est pour ça que depuis des siècles et des siècles, on fête la Saint-Nicolas en Lorraine. Même c'est une fête qui est même en Lorraine, qui est même plus importante que la Noël, vous voyez. Donc, alors, je vais vous donner des exemples. En mai 1903, il était possible d'emprunter un chaland aller sur la Seine jusqu'à Montereau par un attelage de 8 chevaux. Alors, aller, ça vient du verbe halage. Le halage, c'est l'action de propulser un bateau en mettant un cordage sur le bateau et un autre à terre sur le chemin, qui s'appelle d'ailleurs le chemin de halage, afin que les gens qui étaient à terre, à l'époque où il n'y avait pas de moteur, les gens qui étaient à terre, tiraient les bateaux. C'est-à-dire que les bateaux étaient propulsés à force d'hommes et aussi de femmes et d'enfants. Hein. Et donc ça s'appelle le halage. Et donc, au début du XXe siècle, vous voyez, on est en 1903, il était possible d'emprunter un chaland, aller sur la Seine, jusqu'à Montereau, par un attelage de 8 chevaux, parce qu'il y avait le halage humain, mais il y avait aussi le halage animal. C'est-à-dire que c'est toujours le même principe. Hein. Vous avez donc le bateau qui est sur le canal ou sur la rivière, et comme il y avait, à l'époque où il n'y avait pas de moteur, eh bien ces bateaux-là étaient tirés soit par des hommes ou soit par des animaux. Et donc, je vous disais, un attelage de 8 chevaux et de croiser des bateaux aussi à vapeur, remorquant 5 à 9 chalands selon le sens de la navigation. Au confluent avec le canal de l'Ohain à Saint-Mamès, les patrons de remorqueurs et de toueurs retrouvaient les bateliers qui transportaient dans leurs bateaux quelquefois de 30 mètres de long sur 5 mètres de large, les pommes de Lignage et d'Anjou par les canaux du centre, mais aussi les patrons de Margotet, c'est-à-dire c'est des bateaux et qui sont plus étroits, et de Chalonnaise. C'est-à-dire que chaque bateau porte un nom particulier et porte un nom particulier selon la voie fluviale qu'ils empruntent et aussi peut-être le type de marchandises qu'ils transportent. Alors, les mariniers qui circulaient sur les canaux et les fleuves du Nord pour transporter le charbon étaient qualifiés de pénichiens. Donc, Alistair, tu disais pénichier tout à l'heure. Non, c'est pénichien. Et la loi fixa en 1879 au péniche un gabarit, c'est-à-dire une longueur et une largeur unique pour toute voie navigable de France.
C'est-à-dire que là, vous voyez, à la fin du 19e siècle, eh bien, on commence à normaliser, à standardiser les dimensions des bateaux, mais aussi des écluses. Aussi, à la fin du siècle, leurs bateaux avaient-ils tous les mêmes dimensions, c'est-à-dire 38,50 m de long sur 5 mètres de large et pouvaient transporter 300 tonnes de marchandises. Ça, c'est à l'initiative d'un ingénieur du nom de Freycinet, et il a aussi donné son nom au gabarit des bateaux et des écluses. C'est-à-dire que l'on parle de péniches Freycinet et d'écluses au gabarit Freycinet. Et donc, certaines péniches, outre la petite chambre dite de poire ou le reux, selon qu'elle était à l'avant ou à l'arrière, avaient une cabine dite de pied, qui pouvait coulisser le long des plabords lors du chargement. Alors, ce qu'on appelle les plabords, c'est le pont, c'est les petits ponts qui se trouvent de chaque côté de la cale, hein, c'est-à-dire les côtés du bateau, là où tu peux marcher, où tu peux circuler sur le bateau. On appelait ça donc les plabords. Je vais juste interrompre quelques instants mon discours, puisque Salut Philippe. Salut tout le monde. Non, je voulais juste intervenir avant que tu commences ton exposé, faire un petit coucou, quoi. Et puis dire bonjour à Momo aussi. J'ai vu que Momo était là, mais hop, il est descendu. J'arrive 30 secondes trop tard. Pas grave, non, mais c'est sympa de venir nous faire un petit coucou. Ouais, un petit coucou avant que tu commences. Et après, je sais pas s'il y a quelqu'un pour enregistrer derrière, parce que je vois pas de Focono connecté. Ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave, hein, après tout. De toute façon. Et moi, ça marche pas. Enfin, j'arrive à enregistrer si tu veux, mais j'ai tout essayé, j'ai pas le son. Donc c'est con, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Est basé sur le vocal. Donc voilà, c'était un petit coucou, et puis je retourne. Pas de souci. Du coup, Philippe, si tu peux rester juste quelques secondes, le temps que j'aille pisser, puis je reviens, puis je reprends le truc. Ouais, ça marche. Alors, on va faire bonjour. Bonjour Alester. Bonjour Marie. Salut DJ. Coucou Don. Coucou. Seb, il est parti manger, je pense. Et ouais, non, il n'est pas parti manger. Tu peux plus monter, Seb, ou... Salut. Ah, c'est bien, moi. C'est juste que j'ai un problème de connexion, là. Ça arrête pas de se déconnecter, de se reconnecter, là. T'inquiète. Ah, d'accord, mais t'as encore les codes pour monter. Ouais. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, je dans la file d'attente depuis quelques secondes, je me suis dit, merde, il a peut-être perdu le. Ah, non. C'est juste que j'allais me coucher, là, je viens de manger, tu vois, j'allais me coucher, donc je restais dans la file d'attente pour pouvoir vous regarder, quoi. Comme d'hab. Puis en même temps, j'ai vu que tu étais là, donc je me suis dit, j'allais te faire un petit bonjour, tu vois, la plupart du temps, je te vois quasiment pas. Donc, Bah oui, on fait du 3-8, donc on se croise. C'est ça. Mais on s'en fout, là, c'est vendredi, c'est le week-end maintenant. Ouais, on va pouvoir se reposer un petit peu. Bon, on se revoit ce soir, du coup. Moi, je vais aller me coucher, parce que là, il n'y a plus de bœuf. Et puis, ouais.
Ouais, bah, Courage à vous tous. repose-toi bien. Merci. Et puis, bah, ce soir. Allez, Ok. bisous. À ce soir. Alors, j'ai un peu le temps de regarder les news, parce que j'étais en conférence, visioconférence, avec mon chef. C'était sympa. Et merde, j'ai presque plus de clope. Ah, il va falloir sentir le monstre. Alors, pour ceux qui veulent, moi je pourrais pas, mais il y a Laloc qui va faire un direct dans 24 minutes. Je vais vous donner le lien. Moi je vais pas piquer la place à Roy non plus, hein. C'est juste pour information. Hop. Coucou Momo. Ouais, du coup, me voici de retour. Oui, Je reste Mohamed. pas longtemps, mon petit Philippe. C'était juste pour te dire, comme il a dit Seb, on n'a pas le temps de se dire bonjour des fois. Parce que moi, je crois que j'ai pris le rythme à Seb à force de parler avec lui. On a tellement la nuit, on parle de tout et de rien. C'est ça qui est bien, je te jure. C'est ça qui est. Et je suis tombé dans son piège et puis je vais commencer à devenir un Dracula moi aussi. Je vais dormir le jour et. Ah ouais, t'as les mêmes horaires que Sébastien du coup alors. T'es un nocturne toi. Ah là, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai même pas dormi. Roy, il peut te le dire. Enfin bref, en tout cas, c'est pour te dire juste un truc, Philippe, c'est respect à ta chaîne. Franchement, il n'y a rien à Ouais, dire. Tu gères. on a des bons. C'est toi le chef. On a un bon. Toi le chef. Ouais, c'est moi le chef. Ouais. Mais c'est la chaîne de tout le monde, de toute façon. Et si j'étais tout seul sur ma chaîne, j'aurais l'air d'un con. Hein. Là, c'est tout le monde qui participe. Et donc, voilà. Ouais, bon, ouais, c'est pareil, je passe un coup de vent juste avant que Roy commence son exposé. Faire un petit coucou aux gens. Allez, Roy, je te dis bon exposé à toi, Roy. Roy, vous êtes comme mes pères. Ouais, J'ai 32 ans. J'ai 32 ans, vous êtes. Ouais. Ah, 48 ici. Ouais. Moi, je dois être le troisième plus vieux. Je pense que c'est Foucault le premier. T'as Agnès aussi qui est pas mal. Roy qui arrive en troisième position. Moi, je dois être le quatrième, je pense. T'inquiète. En troisième. T'inquiète. Bah, franchement, chapeau. Respect à votre chaîne, en tout cas. Et puis, continuez. Puis, je vous dis, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Voilà. On va continuer. Puis on va essayer de gratter de plus en plus de mecs. Moi, quand je suis là en train de parler, par exemple, la nuit, il y a des gens, ils viennent, des fois, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, mais des fois, et après, une fois qu'on discute avec eux, hop, ils commencent à discuter, et puis on arrive à dialoguer. Dès que je vois qu'ils sont énervés, les mecs, je leur dis, hop, on est là on n'est pas là pour tomber dans le piège de la société, hein. On se divise pas, hein. On reste poli, les mecs. On s'écoute. On a chacun nos idées, mais on s'écoute. Et ça, c'est quelque chose de. Ah bah heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, sinon ce serait chiant, quoi. Au contraire, c'est bien d'avoir des idées différentes et tout, et d'en débattre. Exactement. C'est comme ça qu'on apprend. Ah bah ouais. Philippe, regarde ça un peu. Oh, l'enfoiré. Ah, ça m'a mis 300 secondes, ça va. Tu vois, Bah ouais, bientôt, voter, Ah ouais.
ramener des gens, les mecs. J'en ai marre de cette société. Allez, vas-y. Comment on fait? J'ai un coup de flashball dans la tronche. J'ai mon médecin qui me fait un toucher rectal. Comment je fais? Putain, les mecs. Ah, c'est vrai, je rigole, mais. Bon, c'est peut-être la fatigue, là, je raconte n'importe quoi. Je vais aller quand même. Ouais, va te reposer, Mohamed, va te reposer, reprends des forces, t'en auras besoin. Bah, bonne soirée à vous tous, enfin, bonne journée. Ok, ça Bon marche. début de journée. Ah, c'est bon, il y a Pocono qui est là, tiens. Ah bah, j'ai bien fait de passer, parce que du coup, ça a reculé le départ de ton exposé. Ouais. Et donc là, et ben voilà, tu peux commencer du coup. Ok, c'est cool. Bah, je t'entendais avant de partir, Philippe, je t'entendais dire qu'on était vendredi. Mais tu sais, c'est quel jour vendredi? Bah, c'est la veille du week-end, c'est tout ce que je sais. Hein. Alors, je vais te le dire en chanson. Et je vais commencer par les jours de la semaine. Le lundi, je baise en levrette. Le mardi, je baise en canard. Le mercredi, je lui fais minette. Le jeudi, elle me pompe le dard. Vendredi, c'est sodomie. Et samedi, c'est 69. Et dimanche, je me repose. C'est pour faire du foutre neuf. Pour remplir les. Pour remplir le réservoir, ouais. On chantait ça sur les fêtes médiévales, tu sais. Ah, mais c'est poétique, moi j'aime bien. Ah, c'est hyper poétique, hein, t'as vu ça? Ouais, bah vendredi, j'aime bien, ouais. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote, c'était la petite chanson du jour. Bon, alors du coup, oui, bah, j'étais au début de l'exposé, donc je vais continuer. C'est bon, Philippe, pour toi? Ouais, c'est bon. À toi de jouer. Allez, c'est reparti. Donc, voilà, je vous disais qu'il y a un moment, vous voyez, puis là, je vous parlais de la fin du 19e, hein, où on commence à uniformiser, hein, à normaliser, à standardiser. Et là, ce que je venais de vous expliquer, hein, au travers de ce qu'on appelle le gabarit, qui ont été pensés par des ingénieurs. Et donc, voilà. Donc, je vous disais que aussi à la fin du siècle, les bateaux avaient tous donc les mêmes dimensions. Je rappelle donc les dimensions des bateaux fluviaux qu'on a commencé à appeler des péniches faisaient une longueur, étaient au standard de 38 mètres 50 de long et 5 mètres de large, et pouvait donc transporter 300 tonnes de marchandises. Alors pourquoi on appelle ça des péniches? Eh bien tout simplement parce que c'était des bateaux en bois. C'était des bateaux en bois, en pin, et donc pin, péniche. Vous voyez un peu voilà. Et certaines péniches, outre la petite chambre, donc je vous disais, dite de poire ou le reux, selon qu'elle était à l'avant ou à l'arrière, avait une cabine dite de pied qui pouvait coulisser le long des plabords lors du chargement. Et bien que la plupart aient un domicile à terre, les pénichiens passaient l'essentiel de leur vie à bord avec leur famille et occupaient les multiples périodes de chômage à repeindre soigneusement leur bateau. Mais très vite, le bateau a été équipé en habitation, et les mariniers, donc, n'étaient plus des gens qui habitaient à terre et qui travaillaient sur le bateau, mais ils habitaient carrément sur leur bateau. Le bateau,
servait à beaucoup de choses. Le bateau, en fait, tu naissais sur un bateau, tu travaillais sur le bateau, tu grandissais sur le bateau, tu travaillais sur le bateau, et puis quelquefois tu mourais sur le bateau. Et donc, le bateau, eh bien, c'était donc plusieurs choses à la fois. C'était ton berceau, c'était ta maison, c'était ton outil de travail, et puis, quelquefois, c'était aussi ton cercueil. Et donc, quelquefois, hein, devenus trop âgés, certains mariniers quittaient leur bateau, mais jamais vraiment la batellerie. Ils s'établissaient alors comme marchands de vin, de cordes, d'articles de marine, et en même temps comme petits affréteurs. Nombreux étaient ceux qui possédaient 2 ou 3 péniches qu'ils confiaient à leur fils, à leur gendre ou à un contremaître. C'est-à-dire que, arrivé à la retraite, eh bien, le marinier transmettait son bateau en guise d'héritage à sa descendance. Et donc, lorsqu'ils étaient trop âgés et qu'ils étaient à la retraite, quelquefois, ils devenaient des patrons aisés. Il suffisait d'avoir prouvé son ardeur au travail et de fournir des garanties de moralité pour trouver un constructeur de péniche ou un collègue vendant la sienne. Et donc, les bateaux se transmettaient comme ça. Alors, dans le Nord, les marchés d'affrètement, alors, les marchés d'affrètement, c'est-à-dire que les mariniers allaient dans un établissement pour, si vous voulez, choisir leurs marchandises, pour prendre leurs marchandises. Donc, il y avait des affrèteurs, on appelait ça la bourse d'affrètement. Donc, il y avait des affrèteurs qui proposaient des chargements pour aller d'un point A à un point B à tant la tonne. Et donc, c'était à main levée. Donc, les affrèteurs proposaient des voyages et un type de chargement. Hein, donc, aller d'un point A à un point B en transportant du vin, des céréales, etc., des matériaux, qui rapporteraient tant à la tonne aux mariniers. Et donc, les mariniers choisissaient leur voyage, et puis ensuite, avec leur bateau, se rendaient au lieu de chargement, chargeaient le bateau, et puis naviguaient pour aller livrer donc leur marchandises, enfin, ce qui était dans la cale du bateau, là où ils devaient se rendre, et ils étaient payés pour ça. Donc, ce jour-là, les mariniers en stationnement dans les environs, je parle toujours des villes dans le nord, hein, dans le nord de la France. Hein. Et donc, ce jour-là, les mariniers en stationnement dans les environs abandonnaient le traditionnel pantalon de velours brun à grosses côtes, le gilet à boutons de cuivre et manches de toile noire et la casquette bleue pour un irréprochable complet veston noir. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez, quand on allait à la bourse d'affrètement, on s'habillait comme un dimanche. Vous voyez. Et ils se faisaient accompagner de leurs femmes qui profitaient de la sortie pour faire les provisions. Et dans la foule, les affrèteurs donc se distinguaient par la canne qu'ils étaient seuls à avoir. Ceux-ci annonçaient tout d'abord leur offre, puis, laissant les mariniers ensemble, aller prendre une chope de bière dans un estaminet voisin. Après s'être exprimés à vive voix, puis avoir estimé finalement pouvoir s'y retrouver, ces derniers rejoignaient les uns après les autres l'affrèteur chez l'autre débitant de boissons pour signer la convention de transport. Évidemment, seuls les premiers avaient un voyage. Les premiers arrivés à la bourse d'affrètement avaient un voyage, alors que les autres n'avaient plus qu'à attendre un marché suivant. Les adjudicataires devaient ensuite se rendre à leurs frais au rivage, c'est-à-dire au port d'embarquement des compagnies minières.
en l'occurrence. Là, ils devaient attendre leur tour, quelquefois durant plusieurs semaines. Les négociations avec les affréteurs ne se passaient pas toujours aussi sereinement, hein. Et les mariniers soupçonnaient aisément les affréteurs de spéculer et de manipuler le marché. Ils pouvaient alors exprimer violemment leur mécontentement. Ainsi, un jour de marché de l'île, un affréteur fut-il déshabillé et roué de coups. Donc, à l'époque, au début du XXe siècle, comme je vous le disais, les bateaux fluviaux sur les canaux et les rivières et les fleuves étaient tirés par des chevaux, par des hommes ou par des petits wagonnets qui étaient à terre sur les chemins de halage pour donc tirer les bateaux. Et donc, une gabarre, enfin un bateau allé par des chevaux transportait encore en 1905, hein, marchandises et passagers sur la Somme et desservait tous les villages ayant un rivage entre Corbie et Amiens. Les mariniers organisaient encore des joutes à Paris. Des joutes en 1937, à Paris, il y avait encore des joutes. Alors, à l'origine, celles-ci avaient lieu à Belleville ou devant Notre-Dame. Les mariniers reconnaissaient pour roi celui qui, sans céder des mains, pouvait, avec les dents, arracher les entrailles d'une anguille attachée par une corde à la hauteur du 2e étage. Un échafaud monté sur un bateau permettait d'atteindre la corde à laquelle était attachée l'anguille. Pour donner du piquant au spectacle, on lâchait de temps en temps le tourniquet qui tendait la corde, ce qui déstabilisait les concurrents. De plus, pour faire durer le plaisir, il était souvent convenu d'avance que le vainqueur serait celui qui emporterait le dernier morceau de l'anguille. Ça, c'est pour la partie divertissement. Alors, on appelait ça aussi, les mariniers, on les appelait ça aussi des marchands voituriers paro. Vous voyez que la terminologie est assez abondante. Alors ceux-là, les marchands voituriers paro, c'était ceux qui étaient sur la Loire. Et donc, ils exerçaient leur activité sur la Loire et qui est constitué dès le XIIIe siècle, écoutez bien, dès le XIIIe siècle, la compagnie des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuve descendant en Icelle. Et c'est des longs intitulés comme ça, pour réduire tous les obstacles pouvant s'opposer à la navigation sur le fleuve. Répartis en 22 cantonnements, ils désignaient tous les 4 ans leurs représentants pour l'Assemblée générale qui se tenait à la mairie d'Orléans en présence de l'intendant de la généralité. Outre la nomination d'un receveur général, de 2 procureurs syndics et d'un délégué par cantonnement, l'Assemblée adjugeait au moins demandant le nettoiement et le balisage annuel de la Loire et de ses affluents navigables. Pour financer ces travaux, la compagnie levait une taxe dite droit de boët sur toutes les marchandises empruntant la voie d'eau. Elle pouvait par ailleurs être directement devant le Parlement de Paris pour lutter contre les péages abusifs. Cette organisation exceptionnelle fut supprimée en 1772 et ses fonctions transférées à l'administration des ponts et chaussées, devenue responsable des voies navigables. Effectivement, les voies navigables demandent de l'entretien. L'entretien des berges et puis quelquefois du dragage. Dragage, c'est-à-dire évacuer les éventuels bancs de sable de manière à ce que les bateaux ne s'échouent pas sur ces bancs de sable et puissent naviguer dans un chenal qui leur permet de ne pas racler le fond. Donc tout ça, c'était des travaux d'entretien et donc pour payer ces travaux d'entretien, il y avait des taxes. Hein.
Et puis, comme je vous le disais, en 1772, tous ces travaux-là d'entretien, toutes ces fonctions ont été transférées à l'administration des ponts et chaussées. Et les ponts et chaussées, d'ailleurs, ils étaient justement en fonction jusqu'en 92. Après, il y a eu un autre organisme qui s'est occupé de ça, qu'on a appelé Voies navigables de France. Alors, les ponts et chaussées, c'était l'administration, les institutions françaises. Hein. Et jusqu'à 92, c'était donc des fonctionnaires. Mais en 92, comme d'habitude, hein, on transfère les pouvoirs à des boîtes privées. Des boîtes privées qui sont assimilés à l'administration, puisqu'ils sont subventionnés à 90 et des fois 99% par l'administration, quoi. Hein. Mais ce sont des privés. Et donc, puis voilà. Donc depuis 92, depuis l'arrivée de cette institution-là, les choses ne sont plus comme avant. Mais ça, c'est un autre sujet. Je reste dans l'histoire et dans le passé, à la veille de la Grande Guerre, par exemple. Alors, ce qu'on appelle la Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale, hein, c'est 14-18. Les mariniers, donc, transportaient encore des marchandises de port en port jusqu'à l'embouchure de la Loire sur des chalands. L'embouchure de la Loire, c'est-à-dire à Nantes. Hein. Et donc, les bateaux naviguaient sur la Loire de Roanne jusqu'à Nantes, parce que tout simplement, ils descendaient la Loire. Hein, ils étaient avalants, c'est-à-dire qu'ils profitaient du courant qui allait dans le bon sens, hein, pas du courant contraire. Et donc ces bateaux, c'était des bateaux à voile sur la Loire. Et ils étaient construits en chaîne, en Haute-Loire par exemple, pour l'expédition du charbon. Et souvent, ils revenaient jamais. Arrivés à destination, les mariniers vendaient ces bateaux-là pour être démontés et cédés comme bois de charpente ou de chauffage. Et c'était pareil pour ce qu'on appelait les sapines. Alors les sapines, d'où ça vient de sapin, parce que ces bateaux-là étaient donc fabriqués en sapin et transportaient du bois de chauffage, et ils partaient du port de chargement, et quand ils arrivaient à destination, au déchargement, on déchargeait le bois de chauffage, et en même temps, on sciait, on coupait le bateau, la sapine, qui était faite en sapin, également pour servir de bois de chauffage. C'est pour ça que c'était des bateaux qui ne faisaient qu'un seul aller et ne faisaient jamais de retour. Hein. Et donc, compte tenu de l'influence des vents de travers sur la Loire, des balises, c'est-à-dire des panneaux, si vous voulez, étaient placés sur la rive droite en cas de vent de nord-ouest, et des balises de mer étaient plantées sur la rive gauche, probablement du fait des aléas liés au temps. Les gens du métier se plaçaient sous la protection d'un saint, là en l'occurrence de Saint Clément. Tout ça évolue, et on a adapté donc la machine à vapeur aux embarcations fluviales, et ça a favorisé les initiatives dans le domaine des transports. Ainsi, en 1827, l'Américain Edward Church et le Genevois François Mathieu lancèrent sur la Saône 2 compagnies fluviales, les paquebots pour le transport des voyageurs et les gondoles à vapeur pour celui des marchandises. En 2 décennies, une demi-douzaine de compagnies se livrèrent une concurrence sauvage et acharnée sur le Rhône et la Saône, en se battant sur les prix, la vitesse
et le confort. On assista alors à une véritable guérilla fluviale dans le couloir rhodanien. On surchauffait tant les machines pour doubler le concurrent que certaines explosaient. Alors que certains équipages de mariniers n'hésitaient pas à se jeter à l'abordage des autres bâtiments. À l'orée du XXe siècle, la Dordogne était naviguée de Libourne jusqu'à Spontour. En fait, la remontée étant impossible, remonter à contre-courant, c'était pas possible, la navigation n'avait lieu qu'en descendant le courant et seulement lorsque les eaux étaient, entre guillemets, marchandes, c'est-à-dire au moins profondes de 1,50 m à l'échelle du pont d'Argentat. Cette localité abritait plusieurs fabricants d'échalas et de mérins dits Carcassonne. Les marchands de bois achetaient donc à Spontour des bateaux rustiques capables de porter une vingtaine de tonnes et les confiaient à un équipage de 3 ou 4 mariniers. Les bateaux fluviaux de la Dordogne, on les appelle les gabarres. Par extension, on a aussi qualifié les bateaux de Loire de gabarres, mais c'est un détournement de la terminologie et on parle de chaland. Le chaland, c'est un terme générique qui désigne les bateaux, alors en bois à l'époque, les bateaux fluviaux. Mais comme je vous le disais, selon les cours d'eau navigués, il y avait des types différents de bateaux, parce qu'il y avait plusieurs longueurs, plusieurs largeurs, plusieurs gabarits, plusieurs dimensions de bateaux, et jusqu'à ce que arrive Freycinet, qui a standardisé tout ça. Et donc, j'en suis toujours à la Dordogne, donc avec les gabarres. Les mariniers des gabarres, on les appelait les gabariers d'ailleurs. Et le chef était le mieux payé, il tenait le gouvert. Alors le gouvert, c'était une lourde rame servant de gouvernail pour guider l'embarcation dans le courant. Dans les méandres les plus serrés, il recevait l'aide de l'un des gabariers, dit double au gouvert. Arrivé à destination, à Castillon ou à Libourne, le bateau était déchargé et vendu pour être démembré, les planches étant utilisées comme bois de chauffage. Le service des ponts et chaussées dénombra ainsi 59 bateaux en 1899 et 65 l'année suivante, ayant effectué la descente de la Dordogne lorsque ces eaux ne furent marchandes que 22 jours. Ce qu'on appelle les eaux marchandes, c'est là où les eaux sont suffisamment profondes pour pouvoir naviguer sans risquer de racler le fond et de s'échouer. Et donc, on parle maintenant des passeurs d'eau. Alors, les passeurs d'eau, on les trouvait tout le long des fleuves et ils étaient placés sous le patronage de Saint-Julien l'Hospitalier. Alors, donc, les passeurs d'eau, c'est ceux qui permettent de traverser le canal ou le fleuve ou la voie d'eau, de passer d'une rive à l'autre à l'époque où les ponts n'étaient encore pas présents partout sur les voies d'eau. Et donc, le passeur d'eau passait donc des gens, mais pas que des gens, passait aussi du bétail. Et bien sûr, c'était pas gratuit. Le prix de la traversée de la Seine était fixé par la municipalité et inscrit sur une plaque en fer blanc attachée au mât du bateau. Une seule personne pouvait exiger le départ immédiat de la traversée si elle payait le prix pour 5 places. Vous voyez, on n'avait pas l'habitude de voyager à vide. Les premiers statuts des 30 passeurs parisiens datent de 1297. L'apprentissage, qui durait 2 ans, était suivi d'un examen
subie devant les maîtres du métier. À la fin du XVIIIe siècle, plusieurs bacs, parce que les bateaux des passeurs, on appelait ça des bacs, ou bien des nacelles. Et donc, plusieurs bacs étaient exploités sur la Seine, dans Paris, à la hauteur des Invalides, de la Salpêtrière et de Longchamp, et aux abords de la capitale, Asnières, Argenteuil, Besançon. À la fin du XVIIe siècle, il y avait une vingtaine de passeurs d'eau à Paris. Ils se trouvaient à la hauteur du Louvre, Port Saint-Paul et quai de la Tournelle. Alors là, c'est au XVIIe siècle, mais au siècle suivant, d'autres s'étaient installés à la Râpée, au Mail, à la Grève et Port Saint-Nicolas. À la fin du siècle suivant, des bateaux partaient chaque semaine de Paris pour Auxerre, Joigny, Melun, Sens, et le voyage durait une semaine pour rallier Rouen. Les statuts faisaient obligatoirement aux maîtres passeurs d'avoir des flettes garnies de leurs avirons et des crocs en nombre suffisants pour passer ceux qui se présentaient depuis le soleil levant jusqu'au couchant dès qu'il y avait 5 passagers. Au début du XIXe siècle, pour traverser la Seine entre Paris et Mantes, il y avait 14 ponts à péage. Leur tarification était très détaillée. On payait 5 centimes pour une personne à pied, quand on passait ces ponts, 10 centimes pour un cheval de selle ou de bas non chargé, 15 pour un cheval limonier de collier ou de harnais, 10 pour un bovin ou un mulet, 5 pour un veau ou un porc à pied, 3 pour un mouton ou une chèvre, 40 pour un muid de vin, de cidre ou de vinaigre, 5 pour une futaille vide, 10 pour une voiture attelée, 20 pour un cabriolet, 10 centimes pour un diable fardier ou une charrette à bras. Il était également possible d'utiliser un bac à Roche-Guyon, Triel, Andrezy, Conflans-Sainte-Honorine et Argenteuil. Des passeurs manœuvraient également des engins de taille plus modeste, appelés passe-cheval, ou encore plus petits, des nacelles pour les gens à pied. D'ailleurs, sur la Loire, il y a encore des mariniers qui ont reconstitué des bateaux d'époque. Et parmi ces bateaux d'époque, il y a effectivement un passe-cheval, comme son nom l'indique. C'était un bateau qui était équipé spécialement pour faire passer d'une rive à l'autre des chevaux. Maintenant, parlons des mariniers du Rhône, de Grenoble. Ceux du Rhône et les passeurs de cette région avaient, eux aussi, Nicolas pour saint patron. Jusqu'en 1889, le passeur du bac de Jonse se faisait remplacer par un collègue à la Saint-Nicolas, car selon la tradition, si le pontonnier touchait les rames ce jour-là, quelqu'un se serait noyé dans l'année. Vous voyez, il y a les superstitions, c'était pas que dans la marine maritime, c'est-à-dire d'eau salée, c'était aussi dans la marine fluviale. Alors, concernant les haleurs, donc je vous rappelle ce que sont les haleurs. Ce sont des gens qui se trouvent à terre, sur les berges, enfin sur les chemins destinés au halage. Et donc les haleurs tiraient les bateaux, à l'époque où il n'y avait pas de moteur. Donc ces haleurs tiraient les bateaux à force d'hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une corde qui était attachée au bateau et l'autre bout de la corde était à terre et les haleurs saisissaient cette corde et tiraient le bateau le long du chemin de la halage parce que c'était le seul moyen de propulsion qu'il y avait avant l'arrivée des moteurs, de la vapeur en premier et puis de la mécanique par la suite. Alors, donc,
Et quelquefois, il y avait une voile hein, sur le bateau. Cette voile-là, on appelait ça la sémac. Donc, c'était juste une voile carrée qui était parfois utilisée, mais en termes de voile, et surtout voile carrée, ça ne fonctionnait que si on était vent arrière. Hein. Et donc, si la voile était parfois utilisée en descente, eh bien, au retour, c'est-à-dire à contre-courant, le halage resta longtemps le principal moyen de déplacement des bateaux. Or, les périodes de crue, celles-ci obligeant à naviguer au fil de l'eau. L'usage d'attelage s'est généralisé jusqu'au milieu du 19e siècle. Je dirais même encore au début du 20e même. Et donc, l'usage d'attelage s'est généralisé, nous dit-on, jusqu'au milieu du 19e siècle, avant que n'apparaissent les bateaux à vapeur. Les attelages pouvaient compter 30 chevaux. Ceux-ci étaient attelés à la courbe, comme on disait. La courbe, c'est une pièce de bois à laquelle était attachée une longue corde qui les reliait au mât de halage du foncet ou furetier, sorte de barge avec une cale, quoi, de bateau juste avec une cale, et que le charretier, le charretier, c'est celui qui conduisait les attelages, hein, et donc le charretier était toujours prêt à trancher la corde, cette corde-là qui était reliée au mât qui était sur le bateau, au mât de halage. Et le charretier avait toujours un couteau ou une hache, et en cas d'accident, eh bien, il tranchait la corde pour éviter les accidents. Hein. Et pour les petits transports, c'est-à-dire les bateaux qui n'étaient pas trop volumineux et qui n'étaient pas trop chargés, eh bien, le halage à colle d'homme, c'est-à-dire ou à la bricole, était utilisé par les haleurs. Alors, ce qu'on appelle la bricole, c'est un harnais que on enfile un harnais qu'on met autour de la taille, et à ce harnais-là était donc fixé qu'on appelle la fintrelle, cette corde qui allait du harnais du haleur jusqu'au bateau, jusqu'au mât de halage. Hein. Et donc, ce mode de halage-là a été interdit durant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'encore en 14-18, il y avait encore des hommes et des animaux d'ailleurs qui tiraient les bateaux parce que tous les bateaux n'étaient pas encore équipés de moteurs. Ça coûtait cher, hein, les moteurs. Hein, et seuls les plus riches pouvaient se payer des moteurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette période-là qu'on est passé du bateau en bois au bateau construit moitié en bois, moitié en métal. Et plus tard, ces bateaux-là, ces péniches, seront tout métal. Alors, pour en revenir aux chevaux, les chevaux de halage étaient souvent des animaux fourbus, achetés à bon compte, mais il arrivait aussi que des cultivateurs des environs étaient employés à la traction des bateaux pendant la mauvaise saison. Et les chevaux rendus inactifs dans leur ferme, eh bien, au moment des labours, des semailles, de la fenaison et de la moisson, du fait de la raréfaction des chevaux disponibles, les haleurs relevaient sensiblement leur prix. Sur la plupart des voies navigables, les mariniers étaient libres de tracter les bateaux comme ils l'entendaient. À la fin du 19e, en particulier, indépendamment des remorqueurs qu'ils trouvaient à leur disposition sur l'Oise, par exemple, les mariniers pouvaient confier leur traction soit au service du halage par relais organisé jusqu'à Conflans,
soit à des haleurs libres, qu'on appelait des longs jours, appelés ainsi parce qu'ils travaillaient à la tâche et ils étaient payés au kilomètre. Il était donc de leur intérêt de se lever tôt et de se coucher le plus tard possible. C'est pour ça qu'on les appelait les longs jours. Et ils mettaient 1 mois pour remonter les bateaux de Rouen jusqu'à Paris et devaient faire traverser le fleuve 52 fois par leur attelage pour tenir compte des nombreux méandres de la Seine. Et si le prix du halage était généralement négocié librement entre mariniers et charretiers, le service de l'attraction était mis en adjudication sur les canaux du Nord les plus fréquentés, sur l'Escaut et sur le canal de Saint-Quentin. Était déclaré adjudicataire l'entrepreneur qui proposait la plus forte remise sur les prix maxima du cahier des charges. En contrepartie, il avait le monopole de la traction de tous les bateaux autres qu'à vapeur. Ce système avait cependant l'inconvénient de multiplier les conflits entre mariniers et charretiers, ce d'autant que ceux-ci recevaient un traitement de misère. 35 sous par journée de 18 heures de travail en 1893. D'ailleurs, un marinier, sur sa péniche, officiellement, la législation n'est pas la même sur les fleuves et les canaux qu'à terre. Et donc, les horaires de travail pour un marinier, au minimum, c'est fixé à 12 heures. 12 heures de travail. Moi-même, lorsque j'étais marinier, parce que c'était mon premier métier, eh bien, effectivement, quand je travaillais sur les bateaux, on ne faisait pas moins de 12 heures, mais c'est pareil, quand on travaille sur un bateau, c'est pas comme c'est pas un travail de fonctionnaire, quoi. On commence pas à 9 heures le matin pour quitter à 5 heures le soir, parce que quand il y a du travail, il faut travailler. Et puis tant qu'on n'a pas déchargé la marchandise, il faut continuer de naviguer le plus possible. Et donc, au lieu de faire 12 heures de travail, des fois, moi, je me suis vu faire 17, 18 heures de travail dans la journée. Rendez-vous un peu compte. Et à une époque où, ça c'était dans les années 70, à une époque où la législation du travail était encore pas bien établie dans la marine marchande. Donc, les patrons pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Vous étiez embauché, il n'y avait pas de contrat, vous signiez pas de contrat, vous aviez une promesse d'un salaire qui n'était jamais versé, voyez. Et puis c'était un peu la galère. Moi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vite quitté ce métier-là, parce que c'était pas ma vocation. Ma vocation, c'était artiste. Mais bon. Quand on est adolescent et qu'on travaille 17 à 18 heures par jour et qu'on est mal payé ou des fois qu'on n'est pas payé, parce qu'il y a des abus aussi de la part des patrons, puisque la législation, c'est assez difficile de tenir la longueur, la distance. Voilà. Et donc, j'en reviens à l'histoire. Donc, la remonte, c'est-à-dire à contre-courant, la remonte des marchandises se faisait sans trop de difficultés sur la Seine et sur la Saône. Par contre, il n'en était pas de même sur le Rhône. Il fallait au moins 8 à 10 chevaux relayés sur de courtes distances pour aller un petit train de chaland, mais dans les passages difficiles, à ces attelages, il fallait ajouter 2, 3, voire 4 paires de bœufs devant les chevaux. Et avec cette aide, l'équipage remontait le fleuve de Beaucaire à Lyon en 30 à 60 jours. Le prix le plus bas payé aux entrepreneurs de ces transports pour une moyenne de 35 jours était de 25 francs par tonne. Je répète, le prix le plus bas payé aux entrepreneurs de ces transports pour une moyenne de 35 jours était de 25 francs par tonne. À la fin du Second Empire, alors qu'on y voyait déjà des bateaux à vapeur
qu'on appelait des grappins, parce qu'ils s'accrochaient sur le fond. Des chalands descendaient la Saône et le Rhône jusqu'à Beaucaire avec à bord une écurie de 50, voire 60 chevaux pour la remonte du fleuve. Les attelages de chevaux n'étaient pas autorisés à traverser Lyon pour haler les péniches. De l'entrée à la sortie de cette métropole, les modères se substituaient aux chevaux. Ils posaient une échelle à plat sur le pont de la péniche et à quatre pattes, ils tiraient à la bretelle un câble fixé à un anneau sur la berge pour haler l'embarcation sur la Saône. Néanmoins, la traversée de la ville ne dépendait pas que de leur seule bonne volonté à faire ce travail exténuant. 3 mois par an, le débit du fleuve rendait le trajet trop périlleux pour les péniches. Soit le courant était trop rapide et rendait le pilotage impossible au risque de s'écraser contre une pile de pont, soit les eaux étaient trop basses et les rochers qui effleuraient pouvaient tout autant éventrer ces bateaux. De la dernière décennie du 19e siècle à 1930, 9 remorqueurs utilisèrent la technique du touage pour tirer des trains de péniche de Pont-Saint-Esprit à Tain-Tournon, qui marque sur ce tronçon du Rhône une dénivellation de 70 mètres. Ces bateaux, dits toueurs, se substituaient aux chevaux pour haler les chalands en se touant, c'est-à-dire en se halant à l'aide d'un câble long de 15 km qui s'enroulait sur un gros treuil. Les toueurs se relayaient donc tous les 15 km. Lorsque l'un arrivait à son point d'ancrage, le train de péniche, ce qu'on appelle un train de péniche, c'est plusieurs péniches qui sont attachées les unes derrière les autres pour former un convoi, c'est-à-dire un train de péniche. Eh bien, ces trains de péniche s'amarraient au toueur suivant, le premier toueur faisant machine arrière avec le courant. Sur les rives de la Loire, les haleurs étaient nommés des gobeurs et étaient surnommés quelquefois par dérision d'arrache-percy à cause de leur position courbée exigée par l'effort. C'est-à-dire que là, on est au halage humain, on n'est plus au halage animal. C'est-à-dire que ceux qui tiraient les bateaux, eh bien, ils tiraient tellement fort que il fallait qu'ils aient une position courbée. Et on leur donnait plusieurs surnoms comme ça. Et donc, on les appelait les arrache-percy, les gobeurs, etc. etc. À présent, je peux vous parler des flotteurs de bois, mais ça va être pour dans quelques minutes, puisque je vous propose de faire une petite pause musicale avant de finir cet exposé par le chapitre de ceux qu'on appelle les flotteurs de bois, autrement dit les radeliers. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie du groupe avec lequel on a commencé à faire ces pauses musicales, à savoir le groupe Plantec. Et donc, petite pause musicale, petit intermède, et on se retrouve pour la fin de cet exposé sur les mariniers, c'est-à-dire les marins, non pas les marins d'eau douce, mais les marins de l'eau douce. Voilà, c'est parti. On est au parquet du bal et Plantec va nous annoncer la prochaine danse. Et s'ils ne le font pas, c'est moi qui vais le faire. C'est une gavotte. 2 ans, noir de ma gloire, et dans Zawam de ma gloire, il aurait des appelants, maï, vraiment.
Faisant dua to magua, and dawa to magua. You bring me vraiment. En avant, verrons vraiment, on y va. En avant, verrons vraiment, on y va.
On va les rassembler. Sans servir d'effet pour voir les jouer, sans servir d'effet pour voir les gants entendre c'est des destinations dans les assemblées. Tu la gueule en est, mais ainsi, allez assemblées. Alors, on va continuer avec elle. Vous connaissez certainement, qu'on a composé pour l'album. Pas du tout. On va aller là pour ce. Ah, Arnaud, qu'est-ce que tu dis? On n'entend plus. Salut Arnaud. Salut, salut. Tu n'entends plus? Est-ce que. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez plus quoi? Est-ce que vous entendez sur le chat? Est-ce que vous avez entendu la musique? Est-ce que vous m'entendez actuellement? J'aimerais avoir vos retours, s'il vous plaît. Vous êtes 15 sur ce live, apparemment. Et dites-moi si vous m'entendez. Que se passe-t-il? Comment ça, on n'entend plus? On n'entend plus, on n'entend plus. On n'entend plus quoi, Arnaud? C'est peut-être toi qui a un problème dans ton matos, je sais pas. Vince me dit qu'il m'entend. Vince, tu as un moment, il y a eu une baisse de connexion, donc une baisse de son. Ah ouais? D'accord. Ok. Ah ben, je sais pas à quoi c'est dû. Ouais, c'est peut-être moi parce que j'ai ouvert plein d'onglets YouTube. Donc si ça se trouve, c'est peut-être une conséquence de ça.
Mais bon, bah, du coup, c'est bon, vous me confirmez que. Ok, merci Vince. Merci. Ok, ça marche. Donc, ben, du coup, je vais finir mon exposé sur les mariniers et les passeurs. Et ben là, j'allais vous parler j'allais vous parler ce qu'on appelle les flotteurs de bois. Alors, flotteurs de bois, bah, je pourrais vous en parler longuement parce que dans les Vosges, comme ailleurs, hein, mais dans les Vosges, on a eu longtemps, très longtemps, une tradition de flotteurs de bois. Alors, les flotteurs de bois, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est ceux qui font flotter le bois. Alors, il y a un moment, le bois, eh bien, fallait bien, le bois, on va le couper dans les forêts, hein, et quand c'est montagneux, on n'a pas toujours un cours d'eau suffisamment grand et profond pour pouvoir faire naviguer des bateaux pour transporter ce bois-là. C'est pour ça que les cours d'eau ont été classés suivant s'ils étaient navigables ou pas. Et donc, il y avait des cours d'eau qui étaient flottables, c'est-à-dire que on mettait carrément le bois dans l'eau pour le transporter. Et le bois, bah, il suivait le courant. Donc, il y avait des cours d'eau flottables et des cours d'eau navigables. Alors, bon, en quoi ça consistait? En gros, hein, le flottage, eh bien, les forestiers descendaient donc les troncs de bois en bas de la vallée, en bas de la vallée, près d'un cours d'eau, et donc les flotteurs préparaient le flottage en cela qu'il y avait différents types de flottage. Par exemple, pour le bois de chauffage, eh bien, c'était des bûches, carrément. Donc, il y avait tout un travail, hein, des forestiers, hein, des gens des métiers du bois, alors qui peut se décliner en plusieurs métiers, hein, parce qu'il n'y avait pas que le bûcheron, hein. Il y avait les carisseurs, il y avait tout un tas de métiers du bois pour préparer justement le bois au transport, hein, que ce soit transport par voie terrestre ou fluviale. Et donc, ces flotteurs, c'est préparer des radeaux, en fait, avec ces billes de bois, on appelait ça des billes de bois, ces troncs d'arbres, eh bien, mettez ces troncs d'arbres à l'eau, confectionnez des radeaux, plusieurs radeaux qui étaient tous reliés les uns les autres, formant du coup un plus grand radeau. Et eh bien, ces flotteurs-là se servaient de ces radeaux pour transporter le bois. Donc, ils montaient à bord de ces radeaux, hein, et ils descendaient le courant pour aller livrer le bois, eh bien, soit aux scieries qui étaient aux abords des cours d'eau, soit aux scieries ou aux entreprises de charpente. Alors, je vous disais qu'il y avait deux types donc de flottage. Donc, il y a ce flottage-là qui consiste à assembler les billes de bois pour en faire des radeaux, et plusieurs radeaux en formant un grand, et qui étaient donc navigués par les flotteurs, les radeliers. Et puis, il y avait un autre type de transport de bois qu'on appelait à bûche perdue. Alors, à bûche perdue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de confection de radeaux. Les bûches étaient carrément lancées à l'eau, mais par contre, les flotteurs étaient sur les berges, c'est-à-dire étaient à terre, contrairement
contrairement à leur pratique lorsqu'ils faisaient des radeaux, où là, ils étaient sur le radeau. Et donc, à bûche perdue, c'était principalement pour le bois de chauffage. Et le bois de chauffage, c'était aussi des petites distances qui étaient parcourues. Alors que les radeaux, les grosses billes de bois, faisaient de beaucoup plus longues distances. Et donc, ce flottage à bûche perdue, eh bien, les radeliers, les flotteurs de bois, étaient sur les berges avec des grandes perches pour empêcher les bûches de s'échouer sur la berge et quelquefois même de détériorer les berges. Et donc, ils étaient avec leurs grandes perches et ils étaient à pied sur la rive, et ils suivaient la vitesse, la vitesse par le courant, les bûches. Donc, ils suivaient les bûches depuis la terre, et quand il y avait des bûches qui venaient détériorer la berge, avant de détériorer la berge, avec leurs perches, ils repoussaient donc ces bûches-là. Alors, le flottage, nous dit-on, aurait été imaginé en 1449 par un bourgeois de Paris nommé Rouvet pour acheminer le bois du Morvan vers la capitale. Toutefois, selon un certificat de 1547, le déclarant premier expérimentateur du flottage, l'organisation du flottage serait due à Charles Lecomte, maître charpentier de l'Hôtel de Ville de Paris. Des marchands de bois l'imitèrent, et parmi eux, un Lorrain nommé Arnoux, qui rendit flottables les ruisseaux de Lille et de Loupy en Barrois, et puis approvisionner la capitale avec les bois extraits des forêts du Barrois et de Champagne. Le flottage avait principalement lieu le long des affluents de l'Yonne jusqu'à Clamecy, d'où le bois était acheminé par chaland jusqu'à Paris, à la hauteur de la grande bibliothèque. Cependant, nous, dans les Vosges, le bois partait donc des montagnes, des Vosges, et empruntait plusieurs cours d'eau, dont la Meurthe, mais aussi la Moselle, et était acheminé quelquefois même, à une certaine époque, jusqu'en Hollande. Parce que figurez-vous que les Hollandais nous achetaient du bois pour construire leurs bateaux. Donc ça, c'était la petite anecdote, mais bon, le flottage, il a eu lieu, là, on vous dit sur l'Yonne, mais partout où il y avait moyen d'acheminer du bois sur la voie d'eau, c'était utilisé. Et donc, un fonctionnaire municipal, grassement payé et doté du titre ronflant de commissaire général de l'approvisionnement de Paris et de la navigation, était censé maîtriser la régularité de l'approvisionnement de la capitale en bois de chauffage. Un règlement municipal du siècle dernier dépeint le titulaire d'un poste comme devant être un homme d'action, d'activité et de mouvement, mais aussi un homme d'étude et de méditation, nous dit-on. Le traité de police expose comment s'opérait le flottage du bois vers Paris au XVIIIe siècle. Coupé durant l'hiver par les bûcherons, le bois était empilé l'été sur la rive et découpé en grosses bûches. Chaque marchand de bois avait son marteau avec lequel il marquait chaque bûche à l'un des bouts coupés à la scie. Ces bûches étaient d'abord jetées à bois perdu, comme je vous le disais, à bûches perdues, dans les ruisseaux où les marchands les faisaient pousser sur la cure par des journaliers dits approcheurs jusqu'à Vermenton, ce qu'ils appelaient le premier flot. Tout y était arrêté par des perches et des cordes mises en travers de la rivière, puis tirées à terre. Vous vous rendez bien compte que on n'arrête pas le courant
et ce qui est propulsé par le courant. Hein. C'est comme sur les bateaux, hein, il n'y a pas de frein. Hein. Donc, il faut bien trouver des techniques pour arrêter ce flot de bois là, hein, qui est propulsé par le courant. Et donc, on vous dit que c'était arrêté par des perches ou par des cordes qui étaient mises en travers de la rivière. Hein. Et donc, chaque marchand, identifiant ses marques, le bois était mis en pile et laissé à ressuyer 2 ou 3 mois avant d'être assemblé en coupons. Ceux-ci étaient rejetés à l'eau sur une glissoire ou couloir et conduits jusqu'au port de Crevant. Les approcheurs y formaient des trains constitués de 3 ou 4 branches de 18 coupons de 60 bûches de 4 mètres, soit 72 mètres de longueur, et 100 stères de bois unis au moyen de perches liées avec des arcs, appelées également rouettes, les branches étant unies par des traverses. Ce qu'on appelle les arcs, c'est tout simplement des liens qui sont faits avec de l'écorce de bois. Et ces liens-là servaient à attacher les bûches entre elles pour former des radeaux. Vous voyez ? Et donc, le coupon devant et celui du milieu étaient le plus souvent de bois blanc, et il était ajouté à cet endroit une nage comme point d'appui pour percher, tout simplement. Et donc, l'eau des petites rivières situées à l'amont de Cravant était retenue dans des écluses. Les rondins qui étaient accumulés sur les rives de la Cure à l'amont du pertuis de Foissy étaient véhiculés jusqu'au barrage du pertuis d'Arcy par le flot d'une crue décidée par le syndicat des marchands de bois de la Cure. Au jour fixé, les écluses qui retenaient les eaux des étangs et des réservoirs aménagés près de la source des ruisseaux étaient ouvertes pour constituer ce flot, c'est-à-dire ce courant. On appelait ça un branc aussi. 2 flotteurs suffisaient ordinairement pour conduire un train de 4 branches, soit 5 mètres de large, fournissant 25 cordes ou 50 voies de bois, quoique sur la Seine, où la navigation fut plus dangereuse, une équipe de 4 flotteurs était nécessaire. Au cas où le train se mettait de travers, il le coupait en deux avant avant qu'il ne se fracasse sur une pile de pont. Mais il y avait beaucoup d'accidents, hein, du coup. Et donc, une quantité considérable d'hommes, de femmes et d'enfants garnissaient alors les rives des ruisseaux et des rivières. Les uns jetaient les bûches à l'eau, ce qu'on appelait donc le flottage à bûches perdues, comme je vous le disais tout à l'heure, alors que les autres, appelés meneurs d'eau, veillaient avec de longs crocs, de longues perches, à ce que les bûches ne restent bloquées dans les méandres du fleuve. Dans le cas où la goulette, le milieu de la rivière venant à s'obstruer, les flotteurs se joignaient aux meneurs pour détruire la rôtie constituée par l'accumulation de bois. La rôtie, c'est, comme je vous l'ai dit, l'accumulation de bois. Et donc, les flotteurs accompagnaient les trains de bois du mois de mai au mois d'août, le débit du fleuve devenant ensuite insuffisant. Sur les tronçons du fleuve et des canaux bordés d'un chemin de halage, les trains des trains de bois, donc, étaient dirigés à l'aide d'un câble traîné par un cheval, voire par la femme du breleur, qui faisait alors office de bête de somme. Ces breleurs, aménageant une cabane sur les troncs pour y abriter toute la famille et leurs ustensiles, menaient une vie de nomade. Donc vous avez compris que sur ces radeaux-là, eh bien, on aménageait une petite cabane et les familles des breleurs, autrement dit des flotteurs ou des radeliers, tout ça, c'est des termes qui désignent les mêmes personnes, qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions, mais les mêmes personnes, menaient une vie de nomade. Sur le pont de Clamecy et de Varmenton, par exemple, aux affluents avec le canal du Nivernais, des mouleurs étaient chargés de mesurer le volume
en plaçant les bûches dans un cerceau. Ils étaient tenus d'avoir des mesures de 4 pieds pour mesurer les membrures, ainsi que des chaînes et anneaux pour le bois de compte, coterets et fagots. Ils devaient mettre des banderoles au bateau et piles de bois contenant la taxe. Les mouleurs, aidés par des cordeurs, devaient écarter des membrures les bois tordus et ne pouvaient mettre dans chaque voie plus d'un tiers de bois blanc. Les bûches étaient ensuite chargées sur des gabarres pour être transportées jusqu'à la capitale, sur des gabarres, sur des chalands. Voilà. Le cubage amené par le flot, le 11 février 1898, par exemple, représenta 26 250 stères. Le flottage coûtait 5 francs 50, la stère pour le flottage, le double pour le tirage et la mise en tas sur le port. De son côté, le flot de Lyon amena en 30 jours 44 590 stères à Armes et Crin. Mais cette activité qui perturbait beaucoup la navigation était déjà en rapide régression, puisque 10 ans auparavant, le volume flotté sur Lyon dépassait 91 700 stères et 32 550 sur la Cure. À l'origine, ouvriers saisonniers, les flotteurs de bois, appelés également draveurs, galvachés ou lâcheurs, se disaient compagnons de rivière. Ceux qui conduisaient les trains de bois sur la Seine firent grève en 1724 pour obtenir une augmentation de salaire et le droit de prélever le soir 7 ou 8 bûches pour se réchauffer après une journée de travail. Mais les réserves accumulées sur les ports de réception étaient trop importantes pour que ce mouvement fût couronné de succès. Par la suite, on réserva le nom de lâcheur ou pilote, chargé de piloter les bateaux sur la Seine depuis Bercy jusqu'au Gros Caillou. Fait propriétaire de la forêt de Rambouillet par Louis XIV, en échange de son domaine qui jouxtait le parc de Versailles, le comte de Toulouse eut l'idée d'aménager des étangs pour rendre flottable la Mauldre et faciliter par cette voie l'expédition du bois. Mais les travaux n'eurent pas les effets escomptés, faute d'une ressource insuffisante en eau. Si les bûches l'entretiennent, il faut d'abord allumer le feu. Pour satisfaire la demande des ménagères, les menus branchages étaient rassemblés puis transportés en margotin à Coulanges et Châtel-Sansoire par des ouvriers travaillant sous des appentis en ramie. Le développement des chemins de fer, qui assuraient des arrivages beaucoup plus réguliers des forêts de l'Est et du Massif central, tua définitivement le flottage du bois. Le dernier train de flottage est parti de Clamecy en 1927. Le flottage n'était évidemment pas limité au bassin de la Seine. Des radeliers formaient également des radeaux sur les rivières jurassiennes, ainsi que sur la Bourne et l'Isère, pour descendre les troncs destinés à la marine jusqu'à Avignon et Beaucaire, d'où, par les canaux, il les acheminait jusqu'à Sète. Au milieu du XIXe siècle, une centaine de flotteurs de revins se rendaient en avril à l'amont de la Meuse, en particulier à Stenay, pour préparer la flotte au moyen de pièces de bois soutenues par des tonneaux vides. Les pièces étaient retenues par des hards et supportaient une charge de bois de marine jusqu'à fleur d'eau. 30 à 32 de ces coupons réunis par des hards formaient la flotte, coupons ou radeaux. 6 flotteurs la guidaient sur le canal des Ardennes. À chaque écluse, il fallait rompre la lourde file car on ne pouvait écluser que 4 coupons à la fois. L'équipage dormait sur la paille dans un coin de la flotte. La nourriture, généralement un lapin de Garenne rôti, était préparée à bord sur un foyer de gazon. Arrivés à Rouen, ils percevaient leur salaire et retournaient à pied par mesure d'économie, accomplissant les 90 lieues
jusqu'à Revin en 4 jours et demi afin d'être rentrés pour la fête de Saint-Nicolas, leur patron. Le flottage du bois fut une activité très prospère sur la Vienne jusqu'au moment où on trouva le moyen de cuire la porcelaine avec la houille. Après le Lancy, dans le haut bassin de la Vienne et du Taurion, les naveteaux du Navex, montés dans de solides barques, dirigeaient les bûches jusqu'au ramier de Limoges. Au début du XXe siècle, pour compenser la baisse de leur activité et ne tolérant pas qu'un quelconque individu n'appartenant pas à leur corporation vive de la rivière, les naveteaux s'étaient mis à extraire du lit de la rivière le sable destiné aux maçons, pendant que leurs femmes travaillaient sur la rive comme lavandières, appelées aussi buandières dans la région. Voilà pour ce petit topo sur les mariniers, les passeurs et du coup les flotteurs. Ainsi s'achève cet exposé. Je peux dire donc que vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends